l'unanimité. 148, demande de subvention à la DRAC pour l'acquisition d'une lithographie originale de Louis Lassalle d'après Louis Boulanger, adopté à l'unanimité. 149, demande de subvention au Conseil général pour la conservation préventive du tableau du sang et des larmes de G.A. Roche-Brosse, adopté à l'unanimité. 150, demande de subvention au Conseil régional pour la conservation préventive du tableau du sang des larmes de G.A. Roche-Brosse, adopté à l'unanimité. 151, demande de subvention à la DRAC pour la conservation préventive du tableau du sang des larmes de G.A. Roche-Brosse, adopté à l'unanimité. 152, tarif des séances culturelles au cinéma, adopté à l'unanimité. 153, tarif des représentations théâtrales, adopté à l'unanimité. 154, tarif des concerts, adopté à l'unanimité. 155, tarif des produits culturels au musée, adopté à l'unanimité. 156, tarif du musée Alexandre Dumas, adopté à l'unanimité. 157, tarif de la médiathèque Alexandre Dumas, adopté à l'unanimité. 158, fin de la délégation de service public pour la gestion du CLSH et du nouveau mode de gestion, adopté à l'unanimité. 159, mise en place de tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement de Villers-Cotterêts, adopté à l'unanimité. 160, signature de la convention Gaspard avec GRDF pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur, adopté à l'unanimité. 161, engagement ISO 14001. Adopté à l'unanimité. 162, renouvellement du contrat de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique, adopté à l'unanimité. 163, instauration d'un CUP avec monsieur et madame de Jésus-Alves pour un terrain situé avenue de Compiègne, cadastré AN 340, adopté à l'unanimité. 164, instauration d'un CUP avec monsieur Brochot pour un terrain rue du Général Leclerc, rue Léo Lagrange, cadastré AC 871, adopté à l'unanimité. 165, avis sur le projet de stage révisé, adopté à l'unanimité. 166, instauration d'un groupement de commande avec le CCAS et la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-Drette pour l'acquisition de fournitures administratives, informatiques et scolaires, adopté à l'unanimité. 167, instauration d'un groupement de commande avec le CCAS et la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-Drette pour les prestations de services d'assurance, adopté à l'unanimité. 168, lancement d'un appel d'offres ouvert pour les prestations de services d'assurance, adopté à l'unanimité. 169, avenant numéro 4 au contrat de délégation de service public assainissement, adopté à l'unanimité. 170, taxe communale assainissement, adopté à la majorité. 4 abstentions, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 171, taxe communale eau, adopté à la majorité. 4 abstentions, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 172, budget eau 2015, adopté à la majorité. 9 abstentions, Jean-Claude Pruski, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 173, budget assainissement 2015, adopté à la majorité. 9 abstentions, Jean-Claude Pruski, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 174, budget annexe Croisette 2015, adopté à la majorité. 9 abstentions, Jean-Claude Pruski, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 175, budget annexe aménagement quartier route de Paris 2015, adopté à la majorité. 5 abstentions, Jean-Claude Pruski, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre. 4 voix contre, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. Taux d'imposition 176, taux d'imposition communaux, budget 2015. Adopté à la majorité. 9 abstentions, Jean-Claude Pruski, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre, Jean-Claude Gerbet, Josiane Gollon, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 177, budget principal 2015.
adopté à la majorité, 9 voix contre, Jean-Claude Prousti, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre, Jean-Claude Gervais, Josiane Golo, Michel Laviolette, Daniel Fontaine. 178, subvention au CCAS, adopté à l'unanimité. 179, tableau des effectifs au 1er janvier 2015, adopté à la majorité, 5 voix contre, Jean-Claude Prousti, Patricia Caron, Norbert Poirier, Valérie Breton, Jean-Claude Pierre. 180, subvention aux associations. Les votes sont détaillés dans le tableau 6 juin. Je mets ce procès-verbal au voie. Quels sont ceux qui sont pour? Ah, pardon. Non, une seule chose, il y a encore beaucoup de coupures dedans. Alors, est-ce que vous prévoyez de régler? Alors, on a trouvé une des explications, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La secrétaire, ce qu'elle me dit quand elle écoute, c'est que voilà, il y a des erreurs de manœuvre, dont je ne suis pas exempt d'ailleurs. Il y a aussi des fois, quand on parle tous en même temps, elle n'entend rien. Alors, c'est pas ça que je parle. Voilà. Et ça, par contre, difficilement, c'est pas un problème technique. Voilà. Mais on a vérifié les micros, il y a une carte, je crois, qui a été revue. La partie technique, et on l'a trouvé. Par contre, ce qui reste là, c'est quand on part tous ensemble, où ben, elle n'arrive pas à retranscrire. Voilà. Non, parce que là, c'est des coupures de son dans plusieurs endroits. Alors, je ne parle pas des micros. On parle sans micro quand on s'interrompt. Mais je parle là, il y en a dans plusieurs endroits, il y a toujours des coupures de son. Même à la fin. Par exemple, le dernier, par exemple, un exemple, il y en a plusieurs. Mais à la fin, notamment, vous allez voir, c'est marqué plus de son pendant 25 secondes jusqu'à l'arrêt de l'enregistrement. Il y en a plusieurs dans le procès verbal. C'est ce dont je me parle. Alors, les problèmes techniques, il y en avait encore à la dernière séance. Il y en a certains, on a trouvé depuis. Bon, par exemple, là, si vous n'allumez pas votre micro, on ne l'aura pas. Voilà. Mais les fausses manœuvres, j'en suis pas exempt non plus. Non, je ne peux pas. Mais voilà, donc il y a des problèmes, on a regardé, on a vérifié les connexions. Non, mais c'est cet aspect-là, moi. Ouais, c'était les coupures. Hein. Les autres, par contre, ce qui a été demandé, c'est de dire au PV qu'il y a les coupures. C'est de ne pas le laisser, parce que l'autre fois, quand vous avez fait des remarques, il n'y avait rien de marqué, donc ça, effectivement, on a dit qu'il fallait l'officialiser. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc je mets ce procès verbal au voie. Alors quels sont ceux qui sont pour? Qui s'abstiennent? Qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Décision par délégation. Monsieur le maire informe des décisions prises par délégation conformément à la délibération du 17 avril 2014. Arrêté 1063-2014, acceptation d'un chèque d'un montant de 2141,40 € proposé par la SMACL à titre de reversement suite au sinistre du 19 avril 2014 concernant le vol par effraction à l'église Saint-Nicolas. Et il y a également la liste des marchés à procédure adapté, donc le MAPA joint à l'ensemble de ces décisions par délégation. Dénomination des locales collectives de mineurs du service enseignement et jeunesse, régie de recettes et d'avance pour l'animation jeunesse, page. Le conseil municipal a eu une délibération du 14 novembre 2003 intitulée Restructuration du service enseignement et jeunesse, vu la délibération du 17 décembre 2014 intitulée Gestion du centre accueil de loisirs sans hébergement, fin de la délégation de service public et mise en régie, vu la délibération du 17 décembre 2014 intitulée Mise en place des tarifs de l'accueil de loisirs de Villers-Cotterêts, vu l'arrêté du maire numéro 567-2008 du 27 novembre 2008 intitulé Régie de recettes et d'avance pôle animation jeunesse page, acte constitutif d'une régie de recettes et d'avance, considérant l'avis de la commission jeunesse, culture et francophonie
émis en sa séance du 29 janvier 2015, décide que l'accueil de loisirs précédemment géré par la Fédération Léo Lagrange, dont la dénomination était ALSH Léo Lagrange, change de nom et devient Accueil de loisirs Aramis. L'accueil de loisirs précédemment dénommé ALSH Page change de nom et devient Accueil de loisirs Athos. Ces deux accueils ont pour régie de recettes et d'avance la régie de recettes et d'avance Pôle Animation Jeunesse Page. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Evelyne, voyant la souffrance, je propose qu'on la lise. S'il y a des questions, tu répondras. Mais là, on dit, on va te casser ce qui reste de moi. Donc, la question, alors je mets cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Est-ce que je peux seulement ajouter que avec les nouveaux noms, il va y avoir de nouvelles mascottes pour que les enfants soient un peu mieux dans de nouveaux accueils. Modification des tarifs journée mini-séjour dans le cadre de la régie de recettes et d'avance pour l'animation jeunesse Page. Le conseil municipal, vu la délibération du 4 novembre 2003 intitulée Restructuration du service enseignement et jeunesse, vu la délibération du 17 décembre 2014 intitulée Gestion de centre, accueil de loisirs sans hébergement, fin de délégation de services publics et mise en régie, vu la délibération intitulée Révision des tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement municipal, page du 27 juin 2014, vu la délibération du 17 décembre 2014 intitulée Mise en place des tarifs de l'accueil de loisirs de Villers-Cotterêts, vu la délibération intitulée Dénomination des accueils collectifs de mineurs du service enseignement et jeunesse, vu l'arrêté du maire numéro 567-2008 du 27 novembre 2008 intitulé Régie de recettes et d'avance pour l'animation jeunesse Page, acte constitutif d'une régie de recettes et d'avance, considérant l'avis de la commission jeunesse, culture et francophonie émis en sa séance du 29 janvier 2015, décide de modifier comme suit le tarif de la journée mini-séjour approuvé par la délibération du 27 juin 2014 intitulée Révision des tarifs de l'accueil sans hébergement municipal Page, décide de fixer comme suit les tarifs de la journée mini-séjour pour l'ensemble des accueils collectifs de mineurs de la régie Pôle Animation Jeunesse Page. Bon, selon les quotients familiaux, les tarifs de la journée mini-séjour varient de 13,15 € à 27,15 €. Précise que le quotient familial est calculé sur la base du dernier avis d'imposition selon les critères de la ville comme suit. Salaire annuel imposable divisé par 12 et ensuite divisé par le nombre de personnes au foyer, ménage ou parent seul 2 parts et par enfant à charge 1 part. Les titres sont payables d'avance auprès de la régie de recettes Pôle Animation Jeunesse Page. Tout paiement est définitif et ne fera l'objet d'aucun remboursement pour quelque motif que ce soit. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Question? Je mets cette délibération en voie. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent et ceux qui sont contre? Adopté à la majorité. Exploitation du marché, création d'une redevance d'animation et de publicité à compter du 1er mars 2015. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le contrat de délégation du service public du 21 novembre 2013 relatif à l'exploitation des foires et marchés communaux, liant la société Géraud et associés SAS de la ville de Villers-Cotterêts, vu l'article 13 de ce contrat relatif à l'engagement des dépenses de publicité et d'animation par le délégataire pour le compte des commerçants et afin de renforcer leur activité, vu la proposition des délégataires de fixer la redevance des commerçants destinée à alimenter le budget nécessaire aux actions de la publicité et d'animation à 1 € par séance par commerçant, vu l'avis favorable de la commission consultative des marchés réunie le 2 octobre 2014,
vu l'avis favorable de la Commission de Travaux, Logement, Patrimoine, Urbanisme et Environnement en date du 27 janvier 2015, décide de la création à compter du 1er mars 2015 d'une redevance destinée à alimenter un budget publicité, animation afin de renforcer l'attractivité et d'augmenter la clientèle des commerçants non sédentaires du jeudi et du dimanche matin. Fixe le montant de cette redevance à 1 € par séance et par commerçant. Délègue à la société Géraud et associés SAS le soin de collecter cette redevance auprès de commerçants abonnés au ou volant et de l'utiliser dans le but inscrit à l'article 13 de la Convention des délégations du service public. Précise que les nouveaux tarifs résultant de cette augmentation sont annexés et à présent délibération. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant au fin d'exécution de la présente. Monsieur Bresky. Oui. Est-ce qu'on était obligé de passer par une délibération alors qu'il y avait l'article 13 quand on avait signé le contrat, c'était prévu. Donc pour abonder, il faut cette délibération pour abonder ce fonds. Okay. Ceinture et bretelles. On a vu ça avec l'association aussi des commerçants, on a vu ça aussi en amont. Mais là, sur le plan technique, on est obligé de prendre une délibération. Et les commerçants, ça s'est bien passé? Ah ben eux, ils veulent véritablement qu'on fasse une promotion, donc ils savent bien effectivement, donc ils trouvent que c'est tout à fait normal, à condition bien sûr que ça reste à des seuils acceptables. Je parle par rapport au fonds, au paiement, c'est ça que je veux dire. Oui. Voilà. Ok. Oui, mais c'est 1 € par jour de marché, hein, oui. Bien ça, oui. Je mets ces délibérations en voie, quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Adoptés à l'unanimité. Prolongation, adhésion FDS 2015-2016. Le nouveau règlement du Fonds départemental de solidarité 2007-2014 et son fonctionnement basé sur le principe de la solidarité, adopté par l'Assemblée départementale lors de sa réunion en date du 6 mars 2006, prorogé par décision de l'Assemblée départementale en date du 6 octobre 2014. Considérant que les communes ne pourront bénéficier d'une subvention du département sur les travaux communaux de voirie que dans la mesure où elles s'engageront formellement à proroger leur adhésion à ce fonds et à verser chaque année leur cotisation selon les modalités explicitées dans le règlement. Vu l'avis émis par la commission travaux en sa séance du 27 janvier 2015, le conseil municipal décide de proroger l'adhésion au fonds départemental de solidarité pour les travaux de voirie 2015-2016 et de s'engager chaque année à quitter la cotisation définie dans le dit règlement. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. Donc voilà, nous avons renouvelé l'adhésion au fonds départemental de solidarité ainsi qu'il a été vu en commission. Des questions? Je mets donc cette délibération en vote. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Subvention complémentaire pour le COS. Vu l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 4 février 2015, le Conseil municipal décide d'accorder une subvention complémentaire de 1 000 € au COS. Charge et délègue Monsieur le maire ou son représentant pour fin d'exécution de la présente. Oui. C'est pour abonder pour le CNAC, non? Il n'y avait pas assez. Oui. C'est ça, c'est ça. Exactement ça. On n'a pas vraiment chaud. Pas d'autres questions? Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Rejet d'une admission en non-valeur présentée par la direction départementale des finances publiques. Vu le reste à recouvrir de M. et Mme Fambeau en matière de taxes locales, d'équipement pour un montant de 442 €, augmenter les frais accessoires, soit 492 €, vu le courrier de la direction départementale des finances en date du 10 décembre 2014, demandant l'admission en non-valeur de cette somme pour les motifs d'irrécouvrabilité. Vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 4 février 2015, le conseil municipal émet un avis défavorable à la demande d'admission en non-valeur présentée par la DDFIEP et maintient la créance de 492 € auprès de M. et Mme Fambeau. Charge et délègue M. le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente.
Pourquoi la demande de l'irrécouvrabilité? Est-ce que la personne est toujours à Villers avec la TLE? Donc il a une maison ou il a quelque chose? On ne comprend pas. Il est toujours ici? Oui. Toujours ici, propriétaire? Oui. Non, on ne comprend pas. Alors, est-ce que c'est une solution facilitée? Je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même difficile à expliquer. Ça me paraît quand même un peu rapide en besogne. Voilà, c'est pour ça que sur le principe, bon, à moins qu'on nous fournisse des éléments prouvant ce qui n'a pas été le cas, donc pour l'instant, on n'a pas trouvé véritablement de raison pour justifier qu'on renonce. On trouve que c'est un peu facile. À partir de, voilà, je pense que parfois, on trouve plus de velléité, d'insistance sur des situations peut-être un peu plus dramatiques que celle-ci. Là, on a trouvé qu'ils avaient été un peu vite pour demander. Bah, surtout pour une TLE. Mais ce qui se passe, c'est que même si nous, on avait décidé l'irrécouvrabilité, ils pouvaient être toujours poursuivis. Hein, vous savez quoi là. Ah ben, systématiquement, le vote, ça n'enlève pas du tout. Je le dis quand même en passant. Je le dis en passant, c'est parce que ça coûte. Mais là, avec une TLE, il est sur place, on ne comprend pas. Honnêtement, on a vu des situations où effectivement, il enlevait, les gens n'étaient plus là, vous savez d'où ils étaient. Bon, bah, s'il les retrouve un jour, bon, voilà, c'est tout. C'était le seul. Non, mais c'était exactement ça. On a trouvé que c'était allé un peu vite en besogne au niveau de la perception. Voilà. C'est pour ça qu'on a proposé cette délibération, comme ça au moins c'est clair. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Donc il y a une modification du tableau des effectifs. Le maire rappelle à l'Assemblée, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Suite à la reprise par la ville de Villers-Cotterêts de l'activité des accueils de loisirs de Villers-Cotterêts, antérieurement exercée par la branche Picardie, vu l'article L 1224-3 du Code du travail, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris par l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Considérant l'avis du comité technique paritaire du 2 décembre 2014, considérant le tableau des emplois adoptés par le conseil municipal du 17 décembre 2014, considérant la nécessité de créer un emploi d'animateur principal de deuxième classe afin d'exercer les fonctions de directrice de l'accueil de loisirs de Villers-Cotterêts, considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint d'animation de première classe afin d'exercer les fonctions d'animatrice, vu l'avis de la commission des finances émis en sa séance du 4 février 2015, le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi d'animateur principal de deuxième classe permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires en contrat à durée indéterminée. La création d'un emploi d'adjoint d'animation de première classe à temps non complet à raison de 32 heures 15 minutes hebdomadaires en contrat à durée indéterminée. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2015. Filière animation, cadre d'emploi animateurs territoriaux, grade animateur principal de deuxième classe, ancien effectif 0, nouvel effectif 1. Filière animation, cadre d'emploi adjoint animation territoriaux, grade adjoint d'animation de première classe, ancien effectif 0, nouvel effectif en ETPT 0,92. Le conseil municipal décide d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget chapitre 12. Autorise, charge et délègue le maire et son représentant pour fin d'exécution de la présente. C'est donc la reprise du personnel de Léo-Lavant, donc il faut recaser dans le cadre de la fonction publique territoriale. C'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, eux n'étaient pas sous un statut de fonction publique. Donc, c'est une obligation qui nous est faite. Voilà, c'est les seuls créneaux où on peut les reprendre. Oui, pardon. Deux choses. Tout d'abord, c'est une question sémantique, c'est considérant l'avis du comité technique. C'est plus paritaire maintenant. Oui. Ça s'appelle. Mais non, il y a un CHST et un CTPE. Non, c'est comité technique. Oui, parce que l'époque où ça a été fait, ça l'était encore.
Oui, mais La vie a été rendue à l'époque. Maintenant, Mais c'est la le vie, cas. Alors, une chose... la vie, quand il a été rendu, c'était en cours. C'est un peu curieux, c'est 32h15. Pourquoi c'est 15 minutes Voilà. Non, mais ça, c'est une répartition faite. C'est pour reprendre. Au lieu de 32 heures ou 33 heures, enfin bon. Non, mais ça, c'est véritablement pour reprendre le nombre d'heures divisé par. Non, mais j'entends bien, mais c'est. Les 32h15, c'est parce que ça nous permet de retomber exactement par rapport à la rémunération. Comme on ne peut pas jouer sur le statut, le seul paramètre de l'équation qu'on peut jouer, c'est le nombre d'heures. Voilà, c'est pour ça que ça donne des chiffres. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Exactement comme moi. 35 heures, 151,77 alors. C'est toute cette difficulté de prendre des gens à statut privé pour les recaser dans de la fonction publique territoriale. Voilà. C'était une obligation, ils auraient pu partir, mais il aurait fallu que ce soit à ce moment-là qu'ils souhaitent, mais nous, à défaut, voilà. Voilà. Et ils font très bien leur travail. Hein. Je le redis ici, c'est pas la mission qu'ils exercent, c'est eux qui posent le problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets ces délibérations en voix. Quels sont ceux qui sont pour? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets ces délibérations en voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent contre? Adopté à l'unanimité. Tarif lié à la consommation d'eau pour les occupations temporaires du domaine public. Vu la nécessité de fixer le tarif lié à la consommation d'eau pour les risques, circuits, manèges et autres qui s'installent temporairement à Villers-Cotterêts, de l'avis de la Commission des finances émis en sa séance du 4 février 2015, le Conseil municipal décide de fixer le tarif lié à l'eau à 4 € hors taxe mètre cube, plus la TVA à 10%, ce qui fait un total de 4,40 € TTC au mètre. Charge et délègue monsieur le maire ou son représentant afin d'exécution de la présente. C'était un tarif qui il manquait, on n'arrivait pas à se faire payer lors de certaines manifestations de forain. On a établi comme ça, c'est réglé, il y a un compteur, les choses sont clarifiées. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui demandent, mieux vaut qu'on soit clair là-dessus et donc il faut faire une délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets ces délibérations en voix, quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Adoptés à l'unanimité. En question diverse, j'ai 2 points. Est-ce que vous en avez vous à évoquer? Oui. En tant que conseiller municipal, je vais être représentant de la Poste. Suite à l'aménagement sur la route de Compiègne, ma directrice départementale et puis de Villers-Cotterêts a fait 2 relances au niveau de la mairie, une qui date de 2013 ou 2014. 2014 sur l'aménagement on appelle ça au niveau de la poste des postes relais. En fait, c'est des endroits où le facteur reprend une partie de son employé. Alors au niveau de la commission des travaux, je vois pour l'aménagement de postes de relais, et justement ça me concerne, parce que c'est sûr, moi, sur l'aménagement de la route de Compiègne. Alors, il y a eu ceux qui m'a courrier, j'ai vu ça, mais ça date de plus que ça. Je rappelle quand même que la Poste, c'est pas d'une compétence du conseil municipal, quand même. Que s'il y a des demandes de la Poste, normalement, si quelque chose peut être fait, ça doit se faire sous le cadre d'une convention. Voilà. En plus, comme c'est sur le domaine public, il y a forcément une convention, parce qu'il y a une occupation de domaine public, ça peut être sous forme d'une AOT, une occupation temporaire du domaine public. Donc il faut que cette demande soit motivée, il faut qu'on sache exactement quelle est l'application, mais ce n'est pas nous qui allons payer pour le service de la Poste. Ça, voilà. Par contre, la prochaine fois, il faudra d'ailleurs nous poser la question en amont, parce qu'on pourra peut-être avoir les éléments, là je ne les ai pas. Et je dirais sur le principe, ça doit être l'objet d'une convention, donc il faut qu'on discute avec la Poste. Je peux pas répondre là comme ça. Non, mais sur le principe, on ne demande rien au niveau de la mairie. Hein. Le service de la Poste, c'est son service
service technique propre pour poser j'allais dire, la batterie, ce qu'on appelle je veux dire, le dépôt relais actuel. On travaille actuellement avec, à la convention avec le CED. C'est le CED qui va installer ces batteries. C'est juste le lieu. Il faut l'endroit où il a été jugé à être posé, d'avoir l'autorisation de le poser à cet endroit. Je redis que même le choix du lieu doit être vu en concertation avec la mairie sous forme de convention. Moi, je ne peux pas nous imposer un lieu. Non, mais c'est pas une imposition. On ne peut pas imposer un lieu. Mais c'est. Bon, écoutez, moi, c'est très simple. Vous avez un responsable au niveau de la poste qui prenne contact avec nous, on se voit et on répond. Ben justement, il l'a fait et il va relancer encore cette semaine. Non, on n'a rien reçu. A priori, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Alors il faudra voir qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils vont avancer. Invitez-le à nous appeler, à écrire. Il date de 2014. Ça ne vous dit rien. Bon, il faudra nous sortir le courrier, on verra ça. Mais dans ces cas-là, il faut nous poser la question en amont, ça nous permettra de répondre au moment quand on nous pose la question. Parce que là, vous dites un courrier, pour l'instant, on ne fait pas. Mais parce que ça c'est du domaine conventionnel. Ça pose aucun problème à partir du moment où on est d'accord. Autre question. Autre question, oui. Une petite question technique, mais qui peut avoir des conséquences. Ça fait 8-10 jours que le feu rouge rue du 10 juillet ne fonctionne pas. Et j'ai été témoin de 2 presque accidents, comme on dit. Je pense que bon, c'est un peu dangereux. Parce que les gens qui viennent au niveau du château, eux, ils ne ralentissent pas du tout. Et si on ne fait pas attention en sortant de notre rue, c'est carton. Donc est-ce qu'il y a une pièce si difficile à voir ou qu'il y a un problème particulier? Alors, effectivement, il y a un problème sur il y a une réparation qui a été tentée et qui ne fonctionne pas. Maintenant, il y a des composants électroniques, donc on n'a pas en réserve, donc il faut le commander. Et les délais de commande, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, voire 4 semaines. Donc c'est vrai que ça pose un vrai problème, parce qu'il est en orange clignotant en permanence. Surtout d'ailleurs quand on vient de la mairie, et quand on a la rue du juillet, c'est surtout quand c'est bien dangereux, on va essayer de faire accélérer, en construction, on ne peut pas nous livrer ou nous faire au moins essayer de voir si, même si ce n'est pas un matériel pérenne, nous permettre au moins d'assurer les fonctions, même si ce n'est pas fiable. D'après ce que j'ai compris, puisque j'ai posé la question, il y avait une carte qui avait été fournie, mais qui n'est pas garantie et qui risque même de créer des désordres sur d'autres composants électroniques. Donc voilà, mais on va reposer la question dès demain pour savoir quand est-ce qu'on peut espérer le mettre en fonctionnement. On pense qu'il y a un feu qui a pris un coup, visiblement. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors en ce qui me concerne, j'ai 2 points que je voudrais quand même vous tenir informés. Concernant le château, il y a eu un nouveau comité de pilotage avec France Domaine et les différents intervenants de l'État il y a un peu plus d'une semaine. France Domaine étant, disons que j'ai commencé à parler vrai, c'est-à-dire on est rentré dans le dur du sujet. Un gros sujet. Alors, France Domaine admet qu'il faut faire quelque chose au château, on peut en rester là, ça c'est clair. Ils vont engager un certain nombre de travaux de première urgence qui consistent à faire des travaux qui nécessitent le maintien de la sécurité des personnes. En gros, tout ce qui les met à l'abri d'un arrêté de péril de la commune, ce que je m'avais dit que je ne manquerai pas de faire. Donc ça, ils vont le faire dans le cadre de leur attribution qu'ils doivent obligatoirement faire, sans aller, sans avoir à chercher l'argent ailleurs, ils le doivent, c'est leur mission. Donc ça, ils vont le faire. Il y avait une deuxième étape qui est prévue, normalement, qui est encore, mais je vais y revenir, qui était ensuite toute une fournée de travaux qui sont vitaux pour la préservation du château, mais qui ne remettaient pas la sécurité des personnes. En clair, si on ferme le château, ce qui se passe à l'intérieur, ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose qui menace, sauf la partie du tourisme. Donc ça, c'était estimé à plusieurs centaines, voire 1,5 million d'euros. Et ensuite, il y avait l'appel à projet. France Domaine a annoncé qu'il ne mettrait pas plus que la première étape pour l'instant sur la table, que si on allait au-delà, c'était une volonté politique, qu'il fallait sortir des crédits, mais qu'il n'irait pas sur la seconde partie. C'est-à-dire qu'il souhaitait que tout de suite, après les travaux de première urgence, sécurité des personnes réalisés, on attaque tout de suite l'appel à projet, pour réduire la phase 2, parce que tout simplement, l'État, ils sont le porte-parole des autres services, visiblement, au niveau des ministères, ils ne tiennent pas à mettre des millions d'euros dans le château, hors appel à projet. Et
que c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait derrière, qui sur l'appel à projet, ne prendrait que la partie finalement somme toute assez bénéficiaire et laisserait les travaux à la charge de l'État, ce dont je m'attendais. Hein. C'est une réaction que j'ai eue sur tous les autres sites que j'ai eu à traiter à titre professionnel, sur le château de Vincennes, sur l'école militaire, c'était pareil. Hein, j'ai rarement vu France Domaine aller au-delà, sachant que derrière, il y avait l'appel à projet. Là, ils nous l'ont confirmé, il fallait bien que quelqu'un le finisse par me dire clairement, il y en a qui croyaient au Père Noël, notamment la culture. Là, pour l'instant, c'est de faire ces travaux. Ils vont le faire très rapidement, probablement dès cette année. Au moins une partie, ils les ont programmés. Hein, ou bien ils ont budgété, plus exactement, on attend un calendrier précis, on attend la liste de savoir ce qui va être concerné, mais ces travaux ne suffiront pas à stopper le processus de dégradation. Ils veulent engager l'appel à projet tout de suite. C'est pour ça, nous, qu'on va essayer de remonter le plus rapidement possible les demandes qui peuvent être intégrées dans cet appel à projet, notamment si les entreprises ont des besoins en termes de conférences, d'hôtellerie. J'ai posé la question à M. Rival de Volkswagen, il m'a répondu qu'il me ferait remonter tout de suite les informations. Et tous les acteurs économiques autour sont appelés à faire remonter éventuellement des besoins qu'on pourrait ensuite synthétiser et ensuite inclure dans cet appel à projet pour veiller, enfin, moi c'est ce que je pense, à ce qu'il n'y ait pas que des considérations d'ordre de faire du... Moi, à la limite, on prend un cas caricatural, hein, si on ne fait pas attention et qu'on ne remonte pas un certain nombre de desiderata, on pourrait très bien proposer un casino, n'importe quoi, et qui puisse tourner. Alors maintenant, il y a des casinos qui tournent avec des contraintes RH. Mais voilà, l'État nous dit ensuite, si c'est en fonction des réponses, il ne croit pas en un appel à projet qui serait borné au échelon national, ils vont donc lancer un appel à projet probablement international. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir faire très attention à ce qu'ils veulent se proposer, et c'est pour ça que si vous regardez remonter, on peut inclure dans le cahier des charges, tout en ne torpillant pas non plus, parce que si on met trop de choses, et puis qu'il n'y a personne qui se présente parce que finalement c'est pas viable, il y a un juste milieu. La proposition qui, à mon avis, que j'ai évoquée, mais je voulais également en parler, c'est que je ne crois pas qu'on va pouvoir, que tout le projet va peut-être être digéré en une seule fois. J'ai demandé au monument historique et à la culture au moins définir des parties du château qui sont historiquement les plus intéressantes, de manière à au moins se focaliser sur la partie la plus historique, et peut-être pas se disséminer sur des bâtiments qui présenteraient moins d'intérêt et qui risquent de faire capoter parce que le truc est trop gros à avaler, quitte à faire ensuite des tranches fermes, tranches conditionnelles, mais au moins se focaliser sur la partie la plus intéressante du château de manière à dimensionner le projet, qu'il réussisse à passer de manière crédible dans le cadre d'un appel à projet. Donc pour ça, c'est la culture qui va nous dire, voilà, cette partie du château, il faut la garder, il faut travailler là-dessus, il faut l'inclure dans l'appel à projet. Cette partie-là, ça n'a pas un très grand intérêt, donc si elle est dedans, on va torpiller le projet complètement. Voilà. Alors, ensuite, quand on aura tous les éléments, moi, à mon avis, on peut très bien, l'État, parce que c'est l'État qui devrait, nous, ce ne sont que des propositions, faire une tranche ferme et lancer des tranches conditionnelles. Une ou deux tranches en fonction des bâtiments, de l'intérêt des bâtiments. En fonction de la réponse qui sera faite par ceux qui répondront, l'État et nous, on dira, ce projet, on prend ou on ne prend pas. Parce que si c'est le casino, c'est un truc, il ne faut pas forcer de plaire à tout le monde. Hein. Donc il ne faudra pas nous imposer n'importe quoi. Et qui va répondre? Ça peut venir aussi bien de Russie, du Qatar, que d'Angleterre ou de France. Donc, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est la logique de l'appel d'offres. Voilà où on en est aujourd'hui. L'État ne voit que cette solution. Ça, je ne suis pas surpris. Mais la restauration complète du château est estimée à 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, c'est le budget total de France Domaine pour un an pour toute la France. Voilà, tout est dit. Oui. Je voudrais rajouter que lors de cette réunion, il était... Vous étiez là. Oui, il a été clairement dit que les domaines ont été, comme vous dites, très clairs et je dirais nerveux sur ce sujet. C'est-à-dire que ils ont même dit à la culture, clairement, il va falloir assouplir les règlements. Parce que, vous donniez l'exemple du casino, ils disent, et dans la règle que je ne connais pas, mais on ne pourrait pas, nous, mettre un casino immobilier, apparemment, compte tenu de la population. Il donnait l'exemple, eh ben, si quelqu'un veut venir avec un casino, il faut qu'il puisse le faire, même si ce n'est pas une règle. Ça se réglera au niveau du Premier ministre, etc. Eux, ils ont été très clairs. Alors là où je suis un peu moins optimiste avec nous, je pense qu'on va assez vite perdre la main. Bon, c'est des enjeux, comme vous dites, entre 120 et 150 millions. Si quelqu'un venait avec un projet qui même ne nous plaise pas trop, je ne sais pas dans quelle mesure on aurait le choix. Alors on aura d'autres mots, mais je veux dire, ça s'arrêtera assez vite parce que il
faudra peut-être bien accepter quelque chose. Bon, on peut espérer que ce ne sera pas une aberration aussi, hein, mais ce sera forcément un gros projet, parce qu'il donnait l'exemple du parc de l'Élec. Avant le parc de l'Élec, personne ne croyait qu'on pourrait faire quelque chose en laine dans cette zone. Et malgré tout, le projet a été mené à bien, il est porteur, les gens viennent exprès dans ce Center Park, et il prenait le parallèle, il dit les gens viendront pour le projet, ils viendront pas pour Villers. Donc le projet sera un aimant à quelque chose, parce que 130 millions pour amortir ça sur 30 ans, c'est énorme, hein. Je veux dire, il faut avoir une activité vraiment qui dépasse nettement la taille de Villers-Cotterêts. Sûrement. Alors pour répondre, oui, bien sûr, je suis pas dupe, on sera hors du coup en termes de choix, on pourra simplement dire. Là où on peut simplement agir, c'est faire remonter des desiderata des acteurs économiques locaux pour essayer de rendre ce projet, faire en sorte que le château ne soit pas coupé de la ville, parce que c'est ça que je crains si le projet est vraiment quelque chose. Le casino, c'est un exemple, c'est presque une caricature. C'est-à-dire que c'est une activité qu'on ne peut pas dire qui trouverait une symbiose avec les Cotrésiens. Donc nous souhaiterions avoir quelque chose qui permette de quand même que le château soit ouvert sur la ville. C'est l'argument on était d'accord, les deux d'ailleurs dessus, c'est que le château n'est pas à l'extérieur, il est vraiment dans la ville. Donc si vous sortez un projet où les gens qui sont dedans finalement sont complètement dans une bulle et coupés des Cotrésiens, ça serait une véritable problématique. Donc, mais je suis d'accord avec vous, il faudra bien regarder et ne pas non plus à vouloir trop retirer sur la corde parce qu'elle pourra casser. Donc, mais on pourra quand même en parler pour dire à l'État ce qu'on pense. Sans compter qu'on a quand même 2 parcelles. Bon, voilà, mais on les met au pot commun. Et pour l'instant, on continue de jouer le jeu. Il ne faut surtout pas qu'on porte le chapeau de faire capoter le truc. Donc ça, c'est très clair. Et je ne veux surtout pas prendre la maîtrise d'ouvrage de l'État, rassurez-vous. On a bien senti, effectivement, vous avez raison, l'excitation de France Domaine par rapport à la culture. Mais ça, c'est classique. Moi, je l'ai vu sur tous les bâtiments, hôtel de la Marine, école militaire. Ce passage avec le choc avec la culture a toujours lieu. Parce que la culture a toujours beaucoup de demandes, mais paye très peu souvent. Pas beaucoup. Donc, effectivement, France Domaine, là, c'est l'éternel combat entre les services de l'État. On dit, attendez, on se calme avec l'exigence MH, donc, mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faut massacrer le château. Donc, il faut aussi que, voilà, France Domaine est parfois capable aussi de pêcher par excès dans votre sens. Donc, je crois que s'il est possible de faire remonter des desiderata en termes de projet d'entreprise, mais aussi culturels, historiques, faire valoir le patrimoine, François Ier, il faut que, mais là, et là, c'est peut-être les collectivités, mais j'ai l'impression qu'elles vont attendre que ça démarre, elles ne vont pas beaucoup se manifester avant, ça c'est clair, j'en ai malheureusement l'impression. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi je persiste à croire que cette solution, c'est pas gagné, mais c'est bien ce que je pensais, c'est bien la seule. Il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas de fonds public à cette hauteur-là. Qui sera pris pour le château. Surtout qu'après France Domaine, il y a une particularité par rapport à d'autres projets, ce château. C'est d'habitude le projet est plus grand que l'immeuble qui récupère. Là, c'est l'inverse. Pour l'instant, il ne voit pas ce qui pourrait occuper la totalité du château. Et il y a tellement de volume qu'ils ne voient pas. L'État a clairement répondu qu'il n'avait rien pour pouvoir occuper le château. Ou alors de manière marginale, quelques services publics, mais pas le gros morceau. Après, il faut travailler en réseau. Ça, c'est autre chose. Et puis le bâtiment n'est pas classé, ne fait pas partie de la liste des monuments nationaux pour l'État. Donc c'est vrai que c'est aussi, c'est pas une priorité de France Domaine. France Domaine va assurer ses obligations de propriétaire pour l'instant, sauf décision politique. À mon avis, il faudra qu'il y ait un certain nombre de décisions politiques qui soient déjà prises avant l'appel à projet. Parce que si on dit on ne traite pas tous les bâtiments, etc., il faudra quand même que par rapport aux contraintes MH, il y ait déjà un arbitrage politique. À mon avis, si rien n'est décidé avant, je pense qu'ils ne pourront même pas faire cahier des charges. Ils ne pourront même pas définir le contour de cahier des charges. Ça, c'est un élément. Oui. Plusieurs questions. Le prix m'inquiète parce que les analyses qui avaient été faites, c'était 50 à 60 millions. Là, c'est le double. Ils avaient tout simplement... Les analyses qu'on avait faites, qu'on avait vues, non mais pas le pas spécialiste, mais là c'est doublé. Est-ce que c'est voulu pour nous mettre coincés? Je ne sais pas. Je vous pose la question parce que c'est étonnant, le double quand même. 50 à 60 millions, on était là, on a 130, c'est ça que vous dites. France Domaine nous dit une enveloppe. Quand on parle d'enveloppe, voilà. Parce que ce qui n'avait pas été... Là, ils ont fait des études complémentaires, ils sont sur place, ils ont fait dans une phase... Les réseaux, il n'y a rien de récupérable. Ça n'est pas été chiffré comme ça. Il y a des défauts structurels à l'intérieur, ils se sont aperçus que l'EHPAD, quelques semaines après son départ, il y a déjà eu des écoulements. Il s'en est fallu beaucoup. Donc les structures,
sont beaucoup plus en mauvais état qu'ils ne l'auraient vu parce qu'ils l'ont déposant les fonds plafonds. Ils ont cru que les fonds plafonds s'y tenaient, il n'y a pas de problème, en déposant, ils sont avertis qu'il fallait reprendre des éléments porteurs. Bon, c'est une enveloppe, 130 millions, c'est vrai que c'est énorme. Bon, en plus, il y a aussi des problèmes de dépollution qui n'avaient pas été plus compétents, des problèmes de diagnostic qui commencent à peser très lourd dans les opérations. Probablement aussi des mises en conformité, ils ont pêché un petit peu par excès parce qu'ils se sont dit, comme on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le cadre de l'appel à projet, les travaux de mise en conformité incendie, le RP, établissement recevant du public, pardon, vont diverger par rapport au projet qu'il y aura. En fonction de ce qu'il y aura dedans, la catégorie du bâtiment ne sera pas la même. Donc ils ont pris vraiment, pour annoncer, ils vont dire où ça va nous mener, l'État devient méfiant parce qu'il y a des dérapages partout à chaque fois qu'il y a un projet, ils disent 130 millions, c'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, je n'ai pas les moyens pour l'instant de contredire, mais les réseaux, par contre, aller à l'origine, quelques-uns devaient être récupérés. Même les tronçons qui sont bons, ça va coûter plus cher de creuser, aller chercher l'existant que de retracer des réseaux neufs. Alors, pour la suite, pour d'autres questions, le parc, qu'est-ce que, là, pour l'instant, quelle est la question? Parce qu'il y a le parc. Le parc avec le château, c'est quand même, ça le bonifie, je dirais, d'une autre façon. Est-ce que c'est abordé dans... Nous, on a toujours posé cette question, parce que vous savez que simplement, le parc du château, l'ONF n'en a que la gestion. Il n'est pas propriétaire du tout du parc. Donc ça aussi, ça valorise quand même le château par rapport à l'ensemble des choses pour l'appel à projet. Alors il y avait un appel à projet que la Caisse des dépôts était prête à mettre des moyens pour un appel à projet, nous aider. Est-ce qu'il y a toujours la Caisse des dépôts et consignations dans le coup? Parce que c'est cet appel-là qui était numéro 1. Et enfin, par rapport aux travaux, est-ce qu'il y aura, on va fermer le château complètement, il n'y aura plus de visite de l'Office du tourisme dans la partie historique? Est-ce que ça a été abordé ou pas par rapport à la dangerosité, par rapport à d'autres aspects? Voilà, quelques questions on va voir par rapport à ça. Alors, je vais d'abord répondre à la dernière. En ce qui concerne le circuit qui est à l'Office du tourisme, il est évident qu'à partir du moment où France Domaine ne va faire que les mesures de sécurité et la sécurité des personnes, il nous a clairement dit, je parle également à M. Poyet là, que s'opposera très rapidement le problème du circuit de l'Office du tourisme à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas l'intention de faire des travaux majeurs. Bon, ils vont voir, France Domaine essaye aussi de montrer, ils doivent faire quelque chose, ils ne peuvent pas ne rien faire. Donc à mon avis, il y aura peut-être, politiquement c'est quand même compliqué peut-être de ne rien faire, mais ils ne vont pas faire de grosses choses. Donc, moi je pense qu'on peut quand même se battre pour garder au moins, ne pas le vider complètement. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas le but qu'ils recherchent non plus, parce que l'État aurait du mal à afficher que finalement on est régressé de telle manière, y compris à ne plus le rendre accessible du tout. Donc ça, bon, par contre quand on va rentrer dans la phase, dans la partie appel à projet, la dimension touristique va être réinclue dedans. Après comment les soumissionnaires vont y répondre, ça c'est autre chose. Pour l'instant, ils ne veulent pas faire des gros travaux s'il faut sécuriser. Si sur le parcours, ils voient que les structures tombent et qu'il n'y a pas de public, ils fermeront. Pour la première question, nous avons reçu la Caisse des dépôts aujourd'hui. Nous en avons discuté, elle est toujours prête, effectivement, à aider quand à certains points, il demande la mise en forme de l'appel à projet. Alors le parc, elle n'en a pas discuté directement, mais elle a dit qu'elle est prête évidemment à nous aider sur cette démarche. Et nous lui avons dit d'ailleurs, nous lui avons rappelé que nous n'étions pas le maître d'ouvrage, mais que nous sommes prêts, lors des copiles, à bien le redire à l'État, qui j'espère le sait quand même, ce serait quand même un peu fort de café que ce qu'on a fait l'oublier. Bon, ils vont donc en parler, mais moi je propose même d'ailleurs qu'on les associe à la réunion du copil, pour qu'ils puissent faire, voilà. Je pense qu'il faut le faire. Bien sûr. Voilà, donc, alors le parc lui-même, pour l'instant, il n'est pas inclus dans le périmètre de la réflexion. C'est-à-dire que l'ONF n'a pas été saisi dans le cadre du projet château. La seule question qui a été posée à l'ONF, c'est nous qui l'avons posée. On s'est dit qu'ils sont au courant d'un projet. Ils savent que le parc est immanquablement un élément de valorisation. Donc, à savoir, est-ce qu'il faudra inclure dans cet appel à projet une partie du parc? L'État a l'air de dire que c'est risqué de le faire tout de suite. Ce qu'a dit l'ONF par contre, et moi j'avais posé la question, en demandant à l'ONF qu'elle arrête simplement d'intervenir que pour couper les arbres qui menacent de tomber, il faudrait au moins qu'il fasse ce qu'on appelle de la vraie gestion, c'est-à-dire qu'il gère au moins les essences d'arbres en lisière des parties, des allées, au moins qu'il fasse pour qu'on conserve la géométrie du parc. Parce que s'il continue de faire uniquement du curatif comme ça, on finira même plus par discerner la géométrie du parc de quelques années. Alors là, ils ont promis
qu'ils feraient un effort, qu'ils allaient redéfinir leur action dans le parc, de manière à éviter que l'on perde cette partie-là. Surtout qu'il y a un projet de l'ONF qui était de valoriser, il y a une étude que vous connaissez, qui est de valorisation du parc, mais qui ne tenait pas compte du château. Il faut le savoir, c'était deux choses, oui, mais deux choses différentes. L'étude avait été faite par l'ONF et sans tenir compte complètement du château. Ils voulaient mettre à l'identique, comme avait fait le nôtre avec justement, ça va dans le sens de ne pas couper les arbres comme ils ont fait n'importe comment. Il y a des arbres de couper, vous vous rappelez, il y a une allée qui est juste, je n'ai plus le nom en tête, qui est juste en bordure du stade, où ils avaient tout coupé, sans discernement. Sans discernement. Ah oui, sans discernement. Pour l'instant, les deux démarches ONF et château ne sont pas couplées. Ah oui. L'État pense même que ça peut être risqué dans l'immédiat. Il compte sur l'appel à projet, le mettre dans le cahier des charges. Par contre, dire qu'il y a, voilà, il y a des problèmes du parc. On peut très bien demander dans l'appel à projet de faire une proposition, d'attirer l'attention. Mais l'État a dit si on veut imposer quelque chose dans le cahier des charges, on aura un appel infructueux. Et ça, c'est le danger. Mais quand je ne sais pas d'imposer, mais d'avoir en tête, parce que le parc, le château sans le parc, il y a quand même quelque chose. C'est ça que je veux dire. Alors, après, il faut savoir faire la dialectique et puis savoir le moment voulu. Voilà, c'est ça. Mais de se rappeler que quand même, c'est quand même valorisant d'avoir le parc avec le château quand même. Voilà, c'est tout. Sincèrement, c'est tactique. Sincèrement, je ne vois pas un projet d'une telle ampleur se contenter du parc tel qu'il est derrière le château. C'est-à-dire que celui qui va répondre à un projet, il va certainement demander, oui, mais est-ce qu'il, nous on voudrait quand même savoir s'il est prévu des partenariats de gestion du parc derrière. Qui le doit? La question va être posée. À mon avis, je pense que c'est pour ça que je parlais qu'il fallait quand même un minimum d'arbitrage politique au départ. Parce qu'il va falloir, à mon avis, poser le périmètre d'appel à projet et ne pas passer à côté d'un point comme celui-là, parce que lorsque les soumissionnaires vont se pointer, ils vont peut-être poser la question. Il va falloir répondre. Et ça, je partage tout à fait cette opinion. Et j'ajouterais aussi que, pour l'instant, depuis, on l'avait demandé, le Conseil général et le Conseil régional s'en moquent complètement du château. Je vous le dis. Donc, si on peut. Non, mais parce qu'on a toujours demandé, nous aussi, mais pour l'instant, il n'y avait rien. Non, la région a dit qu'elle examinerait le dossier dans le cadre de ce qui nous sera répondu dans le cadre de l'appel à projet, on verra après, mais pour l'instant, elles ne se sont pas alliées. Le département n'est pas loin de la même réponse. Le département, je ne vois pas comment il ferait dans ce moment. Voilà. Mais la région qui a plus qui s'est engagée, sur d'autres sites, curieusement, le château François Ier n'a jamais beaucoup intéressé, sauf la mise en eau à l'époque de Charles Gore, mais c'est tout. Voilà. Mais ça, ce sont peut-être des acteurs qui vont embrayer quand il y aura quelque chose de crédible derrière. En fait, ils ne veulent pas se mouiller pour l'instant. C'est la réflexion que à chaque fois que je pose la question, alors on ne va pas mettre de doigt dans le dos. C'est la réponse que j'ai. Voilà, mais parce que quand ils voient les sommes, ils ne sont pas dupes, ils se connaissent. Et puis la drague, évidemment, communiquer. Voilà. Et concernant le château, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent étudier des projets de cette ampleur. Mais il y en a au moins une en France qui exporte à l'heure actuelle à l'étranger le concept et donc des investissements de cet ordre-là, c'est Puy du Fou. Oui. C'est la société de Villiers qui est à Vendée. Et de rien, ils ont réussi à faire quelque chose qui est devenu international et qui marche très très bien. Ils ont embauché des centaines de personnes. Et il y a peut-être des idées à prendre. On va leur demander. Il va transposer Puy du Fou. Mais la démarche. La démarche. C'était le Conseil général de Vendée, qui a pris. Non, mais la démarche, c'est une entreprise privée. Non, mais le développement, c'est une entreprise privée. Non, mais c'est une entreprise de spectacle. Le Conseil de. Oui, mais à l'origine, l'initiateur, c'est le Conseil général de Vendée. L'idée, la société qui a développé ces 15 dernières années, c'est privé. Et ils ont un métier, ils connaissent bien le fonctionnement. Il y a eu d'ailleurs un appel à projet, mais c'est le seul cas, effectivement, et l'État en a parlé, où ils sont partis de rien. Voilà, de rien. C'est-à-dire presque comme ici. L'État nous a répondu, la valeur du château, sur le plan de France Domaine, s'il fallait lui donner une valeur, zéro. Peut-être même en négatif, parce qu'il est invendable. Ils estiment que c'est le prix du terrain. C'est négatif. Voilà. Oui, juste pour répondre sur une question sur le circuit touristique actuel,
Effectivement, il a été évoqué. Les domaines ont dit clairement que tant qu'il n'y aurait pas de risque, on pouvait continuer. Alors, il y a deux points qui sont à vérifier, c'est le circuit électrique et la sécurité incendie. Donc, la sécurité incendie, ils vont faire un minima pour une raison qui est un petit peu logique, c'est que c'est à côté de la caserne. Et puis que si on faisait une sécurité incendie à l'échelle et dans les normes, ça coûterait plusieurs millions d'euros. Il faut savoir que le château, c'est 28 000 m² de plancher. Donc si on rapporte tout au mètre carré, tant d'extincteurs, tant de machins, tant de trucs, donc ça fait une fortune. Donc enfin, il y a la caserne d'un côté, et d'autre part, il faut savoir que le gardiennage est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc avec ces deux éléments, ils estiment qu'il y a quand même peu de risque. S'il y a des sortes de fumée, le gardien il est là pour le voir et les pompiers seront là tout de suite. Donc ça c'est une chose. Quant au prix de 100 millions, 120 millions, 150, ben justement c'est 28 000 m². Il faut savoir que c'est quand même un monument historique. Alors il y a à peu près effectivement dans les 50-60 millions de remise en état, grosso modo, des planchers, du gros œuvre, de la clôture. Mais après le projet en lui-même, bon on ne sait pas si c'est un hôtel, si c'est quoi, il y a un coût d'aménagement et autres, c'est à peu près autant. Donc on arrive à peu près à 100-120 millions. C'est moins ça qu'on trouve la somme. Alors c'est pour ça que par rapport à la sécurité que vous disiez avant, France Domaine joue vraiment, je crois sincèrement, par rapport à d'autres dossiers où je les ai pratiqués, ils y croient quand même, ils jouent le jeu. Parce que sur la sécurité incendie, par exemple, s'ils jouaient vraiment réglo, d'entrée, c'est astronomique. Là, ils ont des arguments pour justifier ce qu'on appelle, dans ce domaine-là, des mesures dérogatoires. Voilà. C'est-à-dire que, pour l'instant, tant qu'ils ne connaissent pas l'appel à projet, mais sur le principe, ils cherchent vraiment à se dire, bon, on va quand même pas charger la barque. Bon, il y a quand même une volonté d'avancer. Moi, j'ai quand même discuté avec le représentant de France Domaine qui nous a un petit peu refroidi dans la première partie de la réunion. Il m'a dit, on va vraiment faire le maximum, on croit, hein, on va travailler là-dessus, on y investit beaucoup. Hein, bon, l'argument, nous, qu'on a développé, 80 km de Paris, si l'État n'est plus capable de faire quelque chose sur un monument qui lui appartient à 80 km de Paris, c'est à désespérer de la puissance publique. Bon, alors ça devient des arguments plus politiques. Bon, après, il y a aussi le fait de le mettre en réseau en tant que produit, avec d'autres. Voilà, le faire un projet, mais ce projet, il faudra essayer de le mettre en réseau, parce que s'il est tout seul, on risque de le retrouver effectivement complètement en vase clos. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'élu Villers-Cotterêts, c'est l'interface avec la ville. Parce qu'il est situé dans la ville. Bon, c'est pour ça que l'appel à projet, oui, ne pas faire capoter, je suis tout à fait d'accord. Quand même faire attention à ce qu'on propose, parce que voilà, qui vont faire du château. Voilà, si c'est voilà, il faut quand même que bon, la culture pas trop, mais il ne faudra quand même pas qu'ils nous massacrent le bâtiment. Il faut que ça reste quand même compatible avec le côté historique. Je pense que voilà, alors ça leur a pas échappé, mais pour l'instant, ils n'ont pas de, ils voient pas en France qui peut répondre à la crise actuelle, parce que même le Fusil Fou aujourd'hui ça serait bon. Hein, à la crise actuelle, en France, ils voient pas. Voilà sur ce sujet, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai juste un deuxième concernant l'entrée nord de la RN2. Alors, on a eu quelques discussions avec le préfet notamment, et j'en avais eu également une seconde avec M. Daudini, pour essayer de raccrocher, sachant qu'il ne peut plus maintenant être raccroché que dans le cadre du contrat de plan État-région. C'est-à-dire que le porteur va certainement changer, puisque les routes n'ont vraiment pas de chance, la réforme territoriale c'est yo-yo, les routes sont passées au département, il paraît qu'elles vont passer à la région. Bon, donc dans le cadre du contrat de plan État-région, effectivement, ça retrouverait de nouveau dans l'escarcelle du conseil régional, dans le Pas-de-Calais de Picardie, hein, donc il s'appelle comme ça, mais Daudini maintient sa position, le préfet aussi, qu'il serait stupide de ne pas le faire. J'avais fait une proposition qui consistait à l'inclure de manière techniquement quelque chose qui tient la route, en minimisant les coûts, hein, tout en n'arrêtant pas le processus de traitement du reste de l'axe pour pas qu'on nous reproche de stopper les travaux sur la RN2, parce que je ne peux pas me fâcher avec nos amis de Soissons. Hein, la proposition qui avait été faite, c'est que techniquement je suis persuadé que cet échangeur, demi-échangeur, il faut le coupler avec la mise à 2 fois 2 voies de la partie qui reste à 3 voies en travers cette forêt, pour des raisons de rétention d'eau, de captage d'eau, etc. Parce que si on les traite différemment, ça va coûter plus cher, parce qu'il faudra revenir sur d'autres 4 voies qui aura été fait sans l'échangeur. Il faudra donc retraiter, puisque les captations d'eau ne sont pas les mêmes, puis il y aura un passage
dénivelé inférieur. Donc les niveaux seront inférieurs, donc les captations d'eau ne seront pas les mêmes. Donc l'argument a porté, puisque M. Daudini et le préfet sont sur la même longueur d'onde, et donc ça va, ils vont appuyer là-dessus, de décaler l'opération mise à 2 fois 2 voies de la traversée, donc ce petit bout qui reste, pour pouvoir inclure, raccrocher le demi-échangeur nord, et en échange, les crédits serviront, ils suffiront pas parce que à basculer sur Perrois-les-Condries qui lui n'était pas planifié. Mais nous, que ce soit Perrois-les-Condries qui soit mis à 2 fois 2 voies, ça ne nous embête pas non plus. On préfère que ce soit un petit peu retardé mais qu'il fasse le demi-échangeur plutôt qu'il s'obstine à le traiter sans. Voilà. Donc, et à ce moment-là, bien sûr, il faudrait que l'État devrait remettre la main à la poche avec les collectivités, puisque Perrois-les-Condries c'est quand même plus cher que le petit bout qui a à faire à Villers-Cotterêts. C'est une proposition, je leur avais faite. Sur le plan technique, ils ont trouvé que c'était quelque chose qui tenait la route, sans jeu de mots. Ils vont donc le proposer dans le cadre du contrat de plan État-Région. Maintenant, est-ce qu'il va passer, vu que ce contrat de plan État-Région d'une génération à l'autre fond comme neige au soleil, je rappelle quand même qu'il est inférieur, le montant consacré par l'État, sur des compétences qui sont les siennes, c'est ça qui est très drôle, est inférieur à ce que consacre l'Europe aujourd'hui. Le contrat de plan État-Région, c'est uniquement des compétences d'État à qui on demande aux collectivités de mettre des sous. C'est jamais des compétences à nous que l'État propose de nous aider. Jamais. Voilà. Donc, mais c'est la seule, maintenant, le préfet a répondu, c'est au niveau du CPR que ça va être négocié, on va essayer de le réinjecter. Voilà où on en est pour cette affaire-là. Voilà, donc c'est aussi faire preuve de pédagogie, de toute façon, leur expliquer que pour eux, que ce bout soit fait ou Perrois-les-Condries, c'est pareil, vu que c'est toujours la dimension la plus faible du tube qui dimensionne le débit du tube dans sa globalité. Donc pour toute façon, ça ne change rien. Le but n'étant pas de ne pas stopper les opérations sur la LAN 2, voilà, puisqu'ils vont redonner des CP pour faire ce qui était arrêté. Voilà où on en est pour ces dossiers-là. Ils ont donné des dates à peu près où ils vont se décider ou pas, où on le saura si... Non, pas du tout. Ça sera négocié dans le contrat de plan État-Région. Ce qu'ils ont dit, c'est que ce qui est débloqué en titre de paiement pour les opérations et les coûts-parties, alors sauf le bout de 2 fois 2 voies, pour l'instant, là du coup ça va peut-être être de côte, le reste ça devrait repartir, les crédits de paiement devraient être redonnés au titre de l'année 2016. Bon. Mais sur ce qui n'est pas programmation, c'est-à-dire pour l'instant Perrois-les-Condries, mais s'ils inversent du coup la bretelle de Villers-Cotterêts, pour l'instant ne sera pas encore reprogrammé. Voilà. La mise à 2 fois 2 voies se fera, c'est l'échangeur. À mon avis, il faut l'inclure avec. Parce que ça ne pas de l'argent du contribuable pour 2 fois on va pas casser. C'est absurde. Alors, enfin voilà, moi, c'est là ce que je peux vous dire pour l'instant, donc ça vaut autant point. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder? Autrement, je lève la séance.